nouvelle heure d'information sur RT1. Madame, monsieur, bonsoir. Voyons les titres sommaires de ce journal. Conseil hebdomadaire des ministres, le gouvernement décide du renforcement du transport électrique sur l'axe Tabo-Kossou-Bouaké, un projet pour augmenter l'approvisionnement des zones du centre et du nord de la Côte d'Ivoire. Autre sujet, le développement de la production de farine locale entrant dans la fabrication du pain et l'amélioration de l'offre de soins aux populations. Le développement de ces sujets dans ce journal. Le président du groupe de la Banque islamique de développement reçu ce mercredi par le vice-président de la République, motivé par le renforcement de la coopération avec la Côte d'Ivoire, la BID réaffirme son soutien pour le développement et la prospérité. Autre sujet de ce journal, le patronat francophone encouragé à participer à la création de richesses en Côte d'Ivoire. Un appel du président de l'Alliance des patronats francophones, Geoffroy Roux de Bézieux. Il s'est entretenu à ce sujet avec le Premier ministre Patrick Hachi. La coopération économique a meublé les échanges. Les détails à suivre. Un conseil hebdomadaire des ministres s'est tenu ce 26 octobre 2022. Plusieurs décisions se rapportant au développement de la société ivoirienne ont été prises. Le gouvernement a décidé du renforcement du transport électrique sur l'axe Tabo-Kossou-Bouaké, un projet pour augmenter l'approvisionnement des zones du centre et du nord de la Côte d'Ivoire. Autre sujet, le développement de la production de farine locale entrant dans la fabrication du pain et aussi la mise à disposition d'un fonds de soutien pour les victimes d'inondations en Côte d'Ivoire. Le développement par Jérôme Kofi Aboula. Le grand déballage du Conseil des ministres ce mercredi. Au menu de cette rencontre, des mesures générales. 8 au total, dont 2 projets de loi et 6 projets de décret, en plus des communications ainsi que les divers consacrés aux récentes inondations avec les mesures d'accompagnement du gouvernement pour soutenir les victimes. C'est donc l'occasion pour les membres du gouvernement, avec le vice-président et le président de la République, de passer au peigne fin tous les dossiers sur la table. L'exécution du programme social gouvernemental PSGouv 2022 constitue l'un de ces dossiers cités juste pour entamer les points retenus à l'issue de cette rencontre. Le Conseil a adopté une communication relative à l'état d'exécution du programme social du gouvernement au 3e trimestre 2022. Il s'agit donc du PSGouv. Les principaux résultats enregistrés au cours des 3 premiers trimestres de l'année 2022 comprennent l'intégration à la fonction publique des 10 300 enseignants contractuels recrutés lors du PSGouv 1 en 2019 et la réception de 31 collèges de proximité, l'électrification de 417 localités, dont 48 dans la zone de fragilité du Nord, la réhabilitation de 1609 pompes à motricité humaine et la maintenance de 13 129 autres pompes à motricité humaine. Au cours de la même période, 33 747 femmes enceintes ont bénéficié de kits d'accouchement et 1250 femmes enceintes ont reçu des kits de césarienne et 29 193 femmes enceintes atteintes de paludisme ont été prises en charge gratuitement. Au titre donc du Penta 3, le Penta 3 c'est un vaccin, donc ce sont au total 636 016 enfants de 0 à 11 mois qui ont bénéficié donc du vaccin du Penta 3 et 604 161 enfants ont bénéficié du vaccin contre la rougeole et la rubéole, quand 583 996 femmes enceintes ont bénéficié de la vaccination contre le tétanos. L'agriculture également au menu de cette réunion. L'accent ici est mis sur la filière anacarde. Le Conseil a adopté un décret portant reconnaissance de l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière anacarde. Cette mesure vise à consolider les performances de la filière anacarde qui font de notre pays le premier producteur mondial de noix de cajou depuis 2015
avec environ 1 million de tonnes de production. Le gouvernement a organisé cette filière par la création du Conseil coton ANACAD, mais il était important d'achever cet encadrement de la filière avec la création d'une organisation interprofessionnelle comme il en existe dans quasiment toutes les autres filières. La fonction publique, un autre sujet important sur lequel s'est penché le Conseil des ministres. De plus amples informations à ce niveau ont été données sur l'institution d'un comité sectoriel pour un climat social apaisé avec les formations syndicales. En appui aux instruments nationaux, à savoir le Conseil national de dialogue social, le CNDS, et le comité de dialogue social dans la fonction publique, le comité sectoriel de dialogue social dans les ministères est un organe de concertation permanente sur des questions de toute nature en rapport avec le traitement social des fonctionnaires entre l'administration et les organisations syndicales du ministère concerné. Institué au sein de chaque ministère, le CSDS a une mission de veille, d'anticipation et de médiation visant à prévenir et à résorber les conflits professionnels pouvant survenir au sein des ministères de façon à maintenir dans l'administration publique un climat social apaisé, favorable à la consolidation des performances économiques nationales. En refermant ses portes, le Conseil des ministres, comme d'habitude, ne manque pas de prendre rendez-vous. 9 novembre, c'est la date choisie pour la prochaine session. Et la coopération économique avec le groupe de la Banque islamique de développement était aussi au centre de l'actualité du palais présidentiel ce mercredi. Le président du groupe de la BID était reçu par le vice-président de la République. L'organisme financier souhaite renforcer ses actions de soutien au développement et à la prospérité de la Côte d'Ivoire. Viviane Aïma. Nouveau président du groupe de la Banque islamique de développement depuis le 8 août 2021, Dr Mohamed Souleymane Al-Chasser est à Abidjan pour sa première visite en Afrique francophone. Il a été reçu ce mercredi 26 octobre par le vice-président de la République, Konétié Moko Mélié, pour un échange approfondi dans le cadre d'un renforcement de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et la Banque islamique de développement. La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, par ailleurs gouverneur de la Banque islamique de développement pour la Côte d'Ivoire, participait à cette rencontre. Nous avons eu des réunions très fructueuses avec son Excellence, Monsieur le Vice-président. Nous avons échangé sur les défis économiques qui frappent le monde. Je lui ai aussi réaffirmé le soutien de la Banque islamique de développement pour apporter tout le support nécessaire et toute sa coopération pour la prospérité du pays. J'ai été très impressionné par ce que j'ai vu depuis mon arrivée. Nous avons aussi discuté de ce que nous allons faire dans l'avenir. La Banque islamique de développement se révèle un important partenaire financier pour la Côte d'Ivoire. Autre entretien au sommet de l'État. Le Premier ministre recevait ce mercredi Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, le principal syndicat d'employeurs français. Il est également président de l'Alliance des patronats francophones. Et dans le cadre de la coopération économique avec la Côte d'Ivoire, le patronat francophone est encouragé à davantage d'investissements en vue de la création de plus de richesses dans le pays. Alexis Ouedraogo. L'Alliance des patronats francophones à la primature ce mercredi. Conduite par Geoffroy Roux de Bézieux, par ailleurs président du mouvement des entreprises de France MEDEF, la délégation salue les performances économiques de la Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est d'abord de faire des affaires ensemble. Vous le savez, il y a une crise mondiale autour de la crise de l'énergie, matières premières qui montent. Et dans ce contexte-là, tout ce qu'on pourra faire pour faciliter des liens d'affaires entre les pays francophones qui partagent la même langue, évidemment, est positif. Par ailleurs, j'emmène une délégation de 50 entreprises françaises avec un focus sur les PME pour constater de visu tous les progrès qu'a fait la Côte d'Ivoire. Moi, je n'étais pas venu depuis 25 ans. Évidemment, Abidjan a complètement changé et donc je reviendrai avec un message positif
pour toutes les entreprises françaises, mais les entreprises francophones, qu'elles viennent investir, créer de la richesse et de la prospérité dans ce pays. Des mots soutenus par le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et vice-président en charge de l'Afrique de l'Ouest de l'Alliance. C'est un grand honneur pour le patronat ivoirien et c'est un grand honneur pour notre pays de recevoir donc ces 25 présidents de patronat du monde entier qui ont souhaité, à l'entame de leur séjour en Côte d'Ivoire, pouvoir rencontrer Monsieur le Premier ministre et recevoir du Premier ministre les premières orientations, les premières indications sur notre pays et sur l'état des relations dans le monde de la francophonie. Regroupant 28 organisations patronales et 10 millions d'entreprises, l'Alliance des patronats francophones vise notamment à faciliter les flux entre entreprises francophones. La délégation reçue par le chef du gouvernement était composée de 25 présidents de patronat. La francophonie dans un rôle de vecteur économique et dans la même vision, les sages-femmes d'Afrique francophone sont réunies à Abidjan pour repenser leur contribution dans la santé maternelle et néonatale. Ceci dans le cadre d'un 3e congrès de la Confédération des associations des sages-femmes. La première dame Dominique Ouattara a exprimé son soutien dans cette démarche à la cérémonie d'ouverture des travaux. Je vous propose les avis des sages-femmes d'Afrique francophone participantes à ce congrès, des avis recueillis par Mahama Traoré. Chers frères et sœurs sages-femmes, vous avez choisi le plus beau métier du monde. Celui de participer au miracle de la vie. Mais nous le savons, votre mission est souvent loin d'être aisée. C'est pourquoi je voudrais vous exprimer mon soutien et vous remercier pour le travail remarquable que vous accomplissez au quotidien. Je vous invite à persévérer dans vos efforts et à entourer nos sœurs avec amour, douceur et gentillesse tout au long de leur grossesse et pendant l'accouchement. Car, vous le savez mieux que quiconque, mettre au monde un enfant est un moment merveilleux mais difficile. Et votre rôle est déterminant pour rassurer les futures mamans. C'est de cette manière que nous atteindrons nos objectifs, à savoir réduire significativement la mortalité maternelle et néonatale dans nos pays. Voilà, c'était l'intervention de la première dame Dominique Ouattara à l'ouverture du 3e congrès de la Fédération des associations des sages-femmes d'Afrique francophone. Parlons à présent du renforcement de la coopération entre les Sénats ivoiriens et français. Les sénateurs membres du groupe d'amitié Côte d'Ivoire-France se sont retrouvés. Ils ambitionnent de mettre le groupe d'amitié au service des collectivités décentralisées. À Paris, Kader Sogodogo revient sur cette rencontre. Salle 261 du Palais du Luxembourg, Paris. Jeannot Aousou-Kouadio et sa délégation prennent place aux côtés de sénateurs français. Ici s'ouvrent les travaux du groupe d'amitié Côte d'Ivoire-France. Le rayonnement international du Sénat et tisser les liens entre parlementaires sont mis en priorité. Cette coopération a commencé depuis 2017 parce que les préliminaires de la création du Sénat ivoirien, nous sommes venus ici en visite d'immersion conduit par le sénateur Jean-Baptiste Lemoine qui nous a fait visiter. Nous saluons donc avec beaucoup de joie la naissance du Sénat ivoirien accompagné par le Sénat français. La rencontre de ce jour, si je ne me trompe, est la première de ce genre qui réunit nos deux groupes d'amitié, Côte d'Ivoire-France. Des échanges sur diverses questions relatives aux principes du groupe et au bout de 2 heures de travaux, la satisfaction est de mise. C'est un des 17 pays de l'Afrique de l'Ouest qui est de la compétence de ce groupe d'amitié, mais c'est un pays à part. Vraiment, notre cœur est largement ouvert à la Côte d'Ivoire.
Des travaux sont menés pour faciliter le travail légistique du Sénat ivoirien. C'est vrai que cette chambre haute est en train de prendre ses marques progressivement et de mieux en mieux. Le travail législatif est un travail très important qui ne s'improvise pas. Donc, le président Larcher avait demandé à l'époque que le Sénat français prête la main au Sénat ivoirien. C'est ce que nous sommes en train de faire. Depuis 2018, nous collaborons dans le cadre justement de ce partenariat qui a été signé et les choses se passent très bien. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est aller au plus concret en identifiant et en élaborant, en mettant en œuvre des projets concrets qui répondent aux besoins de nos populations. Le groupe d'amitié Côte d'Ivoire-France a été créé le 31 janvier 2020. Le Sénat de Côte d'Ivoire entend faire de cet instrument un levier majeur dans sa quête de mieux-être pour les collectivités territoriales. Cette rencontre marque également la fin de la mission de la délégation du Sénat de Côte d'Ivoire en France. Un autre sujet à présent, nous parlions récemment des inondations à Dimbokro et voilà qu'à Agboville, plus de 400 familles sont sinistrées depuis lundi. Après la montée des eaux du fleuve Agbo, l'assistance du gouvernement a été portée par la ministre Belmondo Dogo et l'action est rapportée par Sephora Zegui. Décor bien triste en plein centre d'Agboville, la capitale de l'Agné-Bitsiassa, dans le sud de la Côte d'Ivoire. Cet quartier inondé par la montée du fleuve Agbo traversant la ville. Donc, on est couché vendredi nuit à 3h du matin du samedi. On attend, je suis couché, je me lève, c'est le mur qui est tombé. Du haut du pont, l'on peut apercevoir, à proximité du fleuve des habitations, le lit de l'eau côtoyant des ordures de toutes sortes et dans les quartiers, plusieurs canalisations bouchées. Même les établissements scolaires n'ont pas été épargnés. Ce lycée a dû fermer ses portes aux apprenants. Le préfet de département, préfet de la région de l'Agné-Bitsiassa, s'est rendu sur les lieux pour évaluer la situation en attendant l'arrivée du gouvernement. Il y a les problèmes de sécurité. Parce que quand ils sortent, il faut pouvoir les protéger. Donc je suis venu avec tous les chefs de corps pour faire une évaluation sécuritaire de la situation afin de mettre en place un système qui pourra nous permettre à terme de protéger les biens, les personnes et leurs biens. Informé, le président du conseil régional de l'Agné-Bitsiassa et la ministre de la Solidarité s'y sont rendus pour vivre les effets de cette catastrophe naturelle aux côtés des victimes. C'est important de voir toutes ces personnes, ces autorités chez nous. Vraiment, on se rend compte que nous sommes importants. Vraiment, que le gouvernement pense à sa population. En attendant que des solutions soient trouvées, Odile, victime de ces inondations, a dû accueillir des voisins dans son habitation. Vu l'indiscipline de certains vivant sur des surfaces inondables, c'est l'occasion de sensibiliser face aux victimes. Réunis dans la salle de réunion de la sous-préfecture, Pierre Demba est clair, il faut quitter les lieux. Il faut rester vigilant parce qu'il continue de pleuvoir et le niveau d'eau peut encore monter. Donc je voudrais vraiment vous demander, à vous tous, de sensibiliser les familles pour que ces familles acceptent de se mettre à l'abri. Après la sensibilisation, place au réconfort. Miss Belmondo Dogo annonce des dons du gouvernement aux 400 victimes. Le Premier ministre, lorsque nous venions cet après-midi à Beauville, a bien voulu faire des dons à nos parents sinistrés. Nous avons 800 sacs de riz, 500 cartons d'huile, 600 cartons de tomates, 900 cartons de spaghettis, 100 cartons de sucre et 200 matelas. Monsieur le préfet, nous comptons sur vous pour avoir une très bonne distribution. En attendant que le niveau de l'eau baisse, les populations évoquent la nécessité du désensablement du nid du fleuve Agbo, qui s'est largement accru cette année. C'est le soutien du gouvernement aux victimes d'inondations grâce à un fonds mis en place pour ces sinistrés. Dans le secteur de la salubrité, un partenariat lie désormais l'Agence nationale de gestion des déchets et l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. L'ambition, la valorisation des déchets. On en sait davantage avec Grace Kando.
L'Agence nationale de gestion des déchets ANAGED et l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, INPHB, matérialisent leur volonté de travailler en synergie afin d'apporter une réponse à la problématique de la salubrité. La valorisation d'une partie des déchets solides pourrait permettre une minimisation des coûts de collecte, des coûts de transport et de mise en décharge des déchets par des activités de recyclage ou de compostage. C'est donc à juste titre que l'ANAGED a sollicité l'appui de l'INPHB. Aujourd'hui, les déchets deviennent finalement une matière première. Et cette valeur donnée aux déchets a été très rapidement intégrée au sein de l'INPHB, qui a développé une grande expertise dans le traitement des déchets solides. Des initiatives qui cadrent avec la vision du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité et qui consistent à donner une seconde vie aux déchets. La Côte d'Ivoire a identifié la gestion des déchets parmi les secteurs prioritaires à fort potentiel de réduction des gaz à effet de serre et autres polluants. Le partenariat aboutira à la mise en œuvre des stratégies et actions nous permettant de quitter définitivement le stade où tout va à la décharge. Cette signature de convention a été l'occasion pour les deux structures de projeter un film institutionnel sur la collecte et le traitement des déchets. Parlons de commerce extérieur à présent. Les règles du commerce international sont enseignées aux PME ivoiriennes, une formation conduite par la coopération allemande. Les participants sont initiés aux procédures d'exportation, notamment dans le cadre de la zone de libre-échange économique continentale africaine. Le point avec Lancine Bakayoko. Bien que les PME représentent 98% du secteur privé, la contribution à l'effort d'exportation reste très limitée. Ce qui pose problème, ce sont les difficultés liées à la réglementation du commerce extérieur, les procédures de dédouanement ou encore les goulots de la logistique internationale. Le process, d'abord, quand vous y allez, vous ne comprenez pas. Et quand vous ne comprenez pas, le douanier en face de vous devient le maître à dicter. Et donc, des fois, il y a des contraintes des fois transactionnels qui vous obligent à entrer dans un schéma que vous ne maîtrisez pas. Ce programme consacré aux procédures d'exportation apporte aux PME la maîtrise des techniques et des outils essentiels pour se développer efficacement à l'international, depuis les principes de base de l'exportation jusqu'aux questions plus complexes touchant aux différents aspects du commerce international. Il y a 3 points clés. Premier point, quels sont les principaux intervenants dans nos opérations d'import-export? Que nous dit la réglementation du commerce extérieur? Les lois. Troisième, quelle est la procédure douanière? Les acteurs ciblés par cette formation contribueront non seulement à stimuler le commerce interafricain, mais aussi à rassurer le secteur privé quant aux opportunités offertes par l'accord de la ZLECAf. Ici, il s'agit véritablement d'avoir des formations sur des thématiques spécifiques aux questions liées à l'accès au marché, mais également pour d'autres techniques et outils d'accès au marché comme le packaging, le marketing digital, etc., et que nous allons également développer avec eux. La Côte d'Ivoire espère faire des PME exportatrices un véritable levier de croissance. Sur le chantier de l'autoroute de Yamoussoukro menant à la ville de Bouaké, les transporteurs font le point des travaux. L'objectif, c'est de tirer des leçons de ces grands travaux engagés par l'État de Côte d'Ivoire et également améliorer l'usage de ces routes. On fait le point avec Léon Bro. Conduits par le haut patronat, les gestionnaires d'entreprises et les organisations professionnelles du transport sur le prolongement de l'autoroute du Nord. Les sections Yamoussoukro-Tiébissou et Tiébissou-Bouaké visitées avec escale sur les grosses œuvres, notamment le futur poste à péage. Une fois la mesure des investissements de l'État dans leur secteur d'activité prise, place aux échanges, les transporteurs saluent les efforts du gouvernement pour améliorer leurs conditions de travail et souhaitent abordable le coût du péage de Tiébissou et la baisse des tracasseries routières. Le but,
tarifs de transport accessibles, activités de transport rentables, donc amélioration des conditions de vie des populations. Ici, le haut patronat rassure de la détermination de l'État à poursuivre la valorisation du secteur du transport. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, s'apprête à mettre à disposition l'autoroute qui part donc de Yamoussoukro à Tiébissou et qui va aboutir à terme à Bouaké. Les transporteurs routiers de Côte d'Ivoire s'estiment aujourd'hui heureux d'avoir à leur disposition des infrastructures qui répondent aux normes sécuritaires et environnementales et des dispositions gouvernementales qui leur permettent aujourd'hui d'atteindre donc des résultats meilleurs. Bonne nouvelle, notent les transporteurs dont le haut patronat retient des avis et suggestions à reverser aux autorités compétentes. Pour dire leur gratitude au chef de l'État et à son gouvernement, les acteurs du transport souhaitent régulier les échanges avec leur patronat. En politique, une cérémonie d'hommage au chef de l'État s'est tenue à Tagadi, c'est près de Bondoukou. Une cérémonie parrainée par les ministres Kobenan Kwasi Adjoumani et Belmondo Dogo. Nous en savons davantage dans ce reportage de Herman Yamia. Construction d'un collège de proximité, d'une maternité et d'un bâtiment de 3 salles de classe plus bureaux à l'EPP2, ainsi que l'électrification et la construction d'un château d'eau à Tagadi, une sous-préfecture du département de Bondoukou. La réalisation de ces infrastructures est l'œuvre du conseil régional du Gontougo qui a pu les concrétiser grâce au chef de l'État Alassane Ouattara qui est résolument engagé dans les projets de développement dans toutes les régions du pays. Pour toutes ces actions, les populations de Tagadi ont décidé de lui rendre un hommage mérité. Tagadi, quand je devenais député en 2016, il y avait un seul village qui était électrifié. Mais au jour d'aujourd'hui, sur les 36 villages, nous avons 29 villages qui sont électrifiés et en marche. Pour continuer dans la vie, le président de la République nous a donné de l'eau. Merci président Alassane pour tout ce que vous faites pour nous. Marraine de cette cérémonie, la ministre Belmondo Dogo n'a pas manqué de féliciter les populations pour cette forte mobilisation. Chers parents de Tagadi, chaque fois que vous verrez le jour, priez pour le président de la République, priez pour le chef de l'État, priez pour qu'il soit toujours là où il est, pour qu'il continue son œuvre de développement. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, haut patron de cette cérémonie, a exhorté les populations à toujours faire confiance au président de la République Alassane Ouattara et son gouvernement. J'avais confiance au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui nous a engagés sur la voie du développement. Et je savais qu'en allant quelque part faire des promesses, je savais que cela allait devenir réalité. Parce que mon chef, c'est un homme d'engagement, c'est un homme de parole. Cette cérémonie a été aussi l'occasion pour les 2 membres du gouvernement d'investir les présidentes des coopératives, des femmes, ainsi que le bureau des jeunes bénévoles de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale des sous-préfectures de Sorobango et de Tagadi. Miss Belmondo Dogo a également fait au nom du gouvernement des dons de vivres et de non-vivres composés de tricycles, de sacs de riz, de cartons d'huile, de savon et bien d'autres articles aux populations de Tagadi. La cérémonie s'est achevée par l'inauguration des infrastructures construites par le conseil régional du Gontougo. Entre les actions politiques, un ministère travaille à la cohésion. Il s'agit du ministère de la Réconciliation nationale. Et dans ce cadre, le ministre Kwadio Konan-Bertin s'est entretenu avec l'ex-membre de la galaxie politique Richard Dakouri, rentré récemment d'exil. Ils ont évoqué le retour des Ivoiriens encore en exil. On regarde. Retrouvailles entre le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale Kwadio Konan-Bertin et Richard Dakouri, ex-membre de la Galaxie patriotique. Rentré récemment d'exil, Richard Dakouri marque son adhésion au processus de réconciliation. Le chef de l'État a décidé de donner le là du processus de réconciliation. Donc nous sommes venus pour donner un contenu, un sens à la réconciliation. Parce que pour nous, la paix doit être sanctuarisée. Sans la paix, il ne peut y avoir de développement. Pour le ministre Kwadio Konan-Bertin, cette paix retrouvée est avant tout à mettre à l'actif du président de la République Alassane Ouattara. Le chef de l'État a tendu sa main. Tous ceux qui ont saisi sa main tendue et qui ont compris la nécessité d'aller à la paix
qui ont affiché également cette volonté d'aller à la paix, vous voyez les résultats. Laurent Gbagbo est rentré au pays. Il se porte bien. Charles Blé Goudé, je vous ai dit que son retour n'était qu'une question de temps. Vous connaissez désormais la date de son retour, c'est le 26. Sur 300 000 exilés, il y a 10 ans ou 12 ans, près de 90% de ces exilés sont rentrés en Côte d'Ivoire. Toutes ces actions s'inscrivent dans la continuité des rencontres que le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kwadwo Konaté Bertin, a déjà eues avec d'autres Ivoiriens rentrés d'exil pour un retour définitif de la paix. Voyons l'actualité hors de nos frontières. Au Burkina Faso, le nouveau Premier ministre burkinabé Apollinaire Joachim Kelliem de Tambela a dévoilé son gouvernement. 5 ministres sont issus de l'ancien gouvernement et sont maintenus dans cette nouvelle formation. 5 femmes et 2 militaires font partie de cette équipe chargée de conduire la transition et ces militaires occupent des ministères clés, la défense et la sécurité. Au total, ce premier gouvernement compte 23 membres. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis.